Merci, c'est un bonheur d'être là et c'est un bonheur de se dire qu'on avance ensemble dans les sillons de la coopération. On va parler de discipline positive. Alors, je suis toujours un peu nerveuse quand je sais que j'ai exactement 30 minutes pour tout vous dire. Mais je le suis moins aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine parce qu'on a terminé 6 jours assez intensifs de formation de formateurs en discipline positive à Maurice. Donc il y a aujourd'hui des ressources locales, c'était en partenariat avec l'ICJM, donc vous pourrez, si tout n'est pas dit aujourd'hui, si voilà, vous avez encore soif d'approfondir et d'en savoir davantage demain après les ateliers, ce sera possible. Alors, je vais donc vous présenter la discipline positive de façon assez rapide, et pour ça je vais vous raconter une histoire d'encouragement, une histoire vraie. Je l'ai racontée d'ailleurs aux formateurs avec lesquels on a co-construit la semaine dernière. C'est il y a quelques années, cet élève qui est en second grade, donc il est en CE1, et depuis qu'il est petit, il entend « tu vas pas assez vite, tu lis pas les consignes jusqu'au bout, tu es trop lent ». Et on se réunit en équipe éducative. Moi, je l'écoute lire en tant que psychologue clinicienne et je m'aperçois qu'il fait une salade de phonèmes. Il saute des mots et je me demande s'il n'y a pas un trouble d'apprentissage chez cet enfant. Donc, avec les enseignants, les parents et ceux qui sont autour de lui, on décide de le tester, de lui faire passer donc une évaluation de ses fonctions cognitives pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Les tests reviennent et dans ces tests, il n'y a pas un score qui explique son retard de lecture. Rien. C'est-à-dire que sur le plan cognitif, il fonctionne parfaitement bien. Alors, on décide quand même de l'envoyer chez l'orthophoniste 2 fois par semaine, parce qu'il a ce retard de lecture et il est un peu essoufflé derrière la classe. Il démarre, et sans qu'il y ait de baguette magique et de livre de recettes, quand je l'entends lire 5 ou 6 semaines plus tard, cet enfant, il n'est pas lecteur, mais il a basculé dans la lecture. Et un jour, son père l'emmène chez l'orthophoniste et elle regarde ce petit bonhomme et elle lui dit « Tu sais, je voudrais vraiment te dire bravo parce que quand tu es venu la première fois dans mon bureau, cette cabane magique-là, tu lisais 2-3 phrases tout seul. Aujourd'hui, tu lis la page entière. Donc bravo, le travail n'est pas fini, mais on va continuer ensemble. Je veux entendre toutes les syllabes parce qu'au fond, tu croyais que tu allais trop lentement, mais en fait, tu allais trop vite. C'est-à-dire que tu sautais à la fin des phrases. Donc le travail va continuer, mais vraiment bravo. » Et son père se redresse et il dit « Oui, je crois que mon fils, il a décidé de réussir. » Et elle lui dit « Monsieur, je vous arrête tout de suite. Votre fils, il n'a pas décidé de réussir. Votre fils, aujourd'hui, il sait qu'il peut. Il sait qu'il est capable. » Donc en discipline positive comme en psychologie positive, on va aller chercher ce sentiment d'être capable. Parce que si on arrive à développer, non seulement chez nos élèves, mais chez nous parents et chez nous enseignants, à ce moment-là, on va pouvoir avancer dans l'apprentissage de façon plus équilibrée et plus heureuse. Ce qui fait que cette pédagogie en discipline positive, cette pédagogie de coopération, elle va être centrée sur développer ce sentiment d'être capable, avoir une influence sur ce qui nous arrive, sur le monde qui nous entoure, et puis montrer aux élèves que leur contribution, elle a du sens. Donc ça, s'il y avait un mot avec lequel on définirait la discipline positive, c'est une pédagogie de l'encouragement. Si on ouvre le dico, encourager, c'est insuffler de la force et du courage, donc c'est permettre en fait à l'enfant d'avancer vers le meilleur de lui-même. Donc comment être des acteurs de l'encouragement, c'est ça qui nous intéresse. Alors, il y a 2 autres mots qui sont aussi extrêmement importants en discipline positive. Alors, il me manque la bulle, c'est la fermeté. Tout à l'heure était dit que parfois, psychologie positive, on se demande positif, qu'est-ce que ça veut dire? Où est le cadre? Où sont les limites? Est-ce que c'est le monde des bisounours? C'est exactement la même chose quand on parle de discipline positive. On se dit, c'est quoi ces 2 mots qui s'entrechoquent là et qui ne vont pas ensemble?
Discipline, ça vient du latin discipulus, enseigner, et le positif, ça va être le regard de Jane Nelson, enfin en tout cas de la fondatrice de la discipline positive, Jane Nelson, qui va regarder les difficultés comme des opportunités d'apprentissage. On va se centrer de la même manière sur les forces et les talents à développer. Donc la fermeté, ça va être le respect de soi, ça va être le respect de la situation, le respect des consignes, le respect des règles. Il y a un pédopsychiatre l'autre jour qui comparait l'adolescent à une mayonnaise. On ne peut pas faire monter une mayonnaise dans une assiette plate, on a besoin d'un bol. On a besoin d'un bol et le jeune, il va venir toucher ce cadre pour pouvoir se construire en toute sécurité. Donc ce terme-là, il est essentiel, cette fermeté, on va la retrouver en discipline positive et pour nous, elle se conjugue de façon indissociable avec la bienveillance. La bienveillance, c'est... alors justement, ce n'est pas la gentillesse à tout va, ce n'est pas l'absence de cadre, ce n'est pas l'écoute sans limite. Ça va être, si on remplaçait la bienveillance par un autre mot, on choisirait connexion. La connexion à l'autre, prendre en compte ce qui se passe pour l'élève dans sa motivation, dans ses apprentissages, pour pouvoir construire avec lui. Donc il va y avoir deux extrémités à ce lien, fermeté, bienveillance. C'est un petit peu, si je prenais une autre image, comme le moi. Le moi, ce serait le respect le respect de moi déjà, le respect du cadre, le respect du programme à partager avec mes élèves ou des valeurs que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Le toi, ça va être cette bienveillance pour pouvoir construire le nous. Donc on va avoir le toi et moi pour construire le nous et construire le vivre ensemble. Donc ces trois mots-là, fermeté, bienveillance et encouragement, ils résument assez bien finalement ce que l'on fait en discipline positive. Voilà le troisième mot. Alors, je voudrais juste faire un petit sondage rapide dans la salle. Quels sont ceux qui sont parents d'enfants de 0 à 5 ans? Si vous pouvez me faire un petit signe de la main. D'accord. 5-12. Il y en a qui lèvent 2 fois la main. Ados. Ouais. Jeunes adultes. D'accord. Post-bac, ceux qui ont fini l'école. Ouais. Est-ce que je peux avoir un petit signe de la main pour ceux qui sont parents dans la salle? Ouais. Donc beaucoup d'entre vous. Enseignants. D'accord. Donc on va pouvoir, il nous faudrait la journée, mais on va pouvoir voyager du tout petit au plus grand. Et puis, comme on va être dans le lien en discipline positive, on s'intéresse au lien éducatif. Et encore une fois, il a 2 extrémités. Donc on va s'intéresser aux adultes référents qui accompagnent ces jeunes vers ce nous qui leur permet de se construire. Donc oui, on fait des ateliers pour les parents. On s'intéresse à ce qui se passe à la maison et on le verra tout à l'heure, on fera une activité très, très courte pour voir d'où on part. Et puis on intervient aussi énormément dans les écoles. Je crois qu'aujourd'hui, Armelle et moi, c'est 80% de notre activité. Et on va s'intéresser à l'apaisement du climat scolaire. C'est-à-dire qu'on va énormément travailler en équipe parce que c'est-à-dire que c'est important que les équipes se sentent encouragées pour pouvoir encourager. On va travailler en justice scolaire, c'est-à-dire qu'on va aller regarder comment est-ce que, non pas la sanction, mais les actions réparatrices et éducatives que l'on pose peuvent être bénéfiques aux apprentissages des enfants. Donc on va s'intéresser au règlement intérieur, on va s'intéresser à tout ce qui structure en collectivité le vivre ensemble. On va travailler en prévention du harcèlement et des violences. Depuis 2 ans, on travaille avec Éric de Barbieux, qui est un peu un des experts de la lutte contre le harcèlement en France. On travaille avec lui, nous, en particulier sur l'Académie de Créteil, dans des zones d'éducation prioritaire. On intervient dans les classes, mais on fait surtout des interventions de formation auprès des enseignants pour justement apaiser, voir si nos actions de formation contribuent à apaiser le climat scolaire.
Donc tous les enseignants de 30 zones de France ont passé des questionnaires il y a, je crois, 2 ans, ainsi que les élèves. Et à la fin de cette année, il va à nouveau y avoir une évaluation pour voir justement à quoi ressemble ce climat scolaire aujourd'hui dans ces établissements, avec un certain nombre d'approches de coopération qui ont été justement mises en place. Donc voilà pour l'ADP où ça se passe. Je voudrais dire juste un mot sur quels élèves et quels enfants ça touche. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, moi, ma première vie, je suis psychologue clinicienne. J'ai travaillé 15 ans en école aux États-Unis. Et je me suis aperçue très vite que les élèves ou les enfants qu'on m'envoyait, ce n'étaient pas des enfants qui avaient des pathologies particulières, c'était des enfants qui, par leur comportement, par leurs symptômes, disaient « j'y arrive pas, je ne peux pas, je ne suis pas capable, je n'appartiens pas, je ne trouve pas ma place ». Donc je me suis dit, en fait, ils n'ont pas besoin de quelqu'un comme moi, ils ont besoin autour d'eux d'adultes qui vont leur permettre de développer ce fameux sentiment d'être capable, cette efficacité personnelle de Bandura. Donc on va pas seulement s'adresser aux élèves en difficulté, c'est-à-dire que pour eux, les outils qu'on va déployer dans les classes vont être des outils de survie. Je prends un exemple, un enfant qui a une histoire un peu traumatique, qui n'a pas mis en place une pensée A implique B implique C. Quand on met en place dans la classe des routines, des rituels qui reviennent tous les jours, quand ils ont des responsabilités, qu'ils peuvent contribuer, quand ils sont amenés à co-construire les règles, ben forcément, ça vient soigner finalement, ça vient construire cette pensée causale. Et pour les enfants qui n'ont pas de soucis particuliers à l'école, peut-être les 20% qui se disent heureux à l'école, pour eux, ça va être simplement des outils d'appartenance et des outils du vivre ensemble. Donc ça va toucher finalement tous les profils des enfants et des élèves qu'on peut avoir dans nos classes. Alors, d'où vient l'ADP? Je vous en dis un mot rapidement. Pour nous, au départ, il y a un homme, mais il fait partie d'un courant. Il est par exemple contemporain de Maria Montessori. Il s'agit d'Alfred Adler. C'est un médecin, au départ, viennois, qui se passionne pour la psychologie, pour la psychanalyse, pour la pédagogie, il travaille énormément en milieu défavorisé. Et il va faire partie des cercles psychanalytiques de Vienne, mais à un moment, il va se séparer de ces cercles parce que pour lui, ce qui motive l'être humain, c'est de nature sociale. Et je regardais d'ici tout à l'heure le retour de la pause de ce matin. Il y avait plein de discussions, il n'y avait pas forcément l'envie de s'arrêter. Le lien, il va vraiment être au cœur de notre humanité. Il va faire partie des pères fondateurs de la psychologie individuelle, du courant social, et aujourd'hui, en développement personnel, dans le développement de ce fameux « moi », on va trouver les principes adlériens un peu partout. Il a pas mal écrit, il a une pensée assez dense, et il a un de ses disciples qui s'appelle Rudolf Dreikurs, qui va modéliser sa pensée, qui est aussi viennois. Et puis, on va avoir 2 femmes contemporaines qui s'appellent Jane Nelson et Lynn Lott. Et elles sont américaines et elles vont finalement attraper ces principes de coopération et de se dire « Ok, on sait tous que c'est important d'être bienveillant, d'être dans l'encouragement, mais concrètement, ça ressemble à quoi? On fait comment ?» Donc elles vont être dans ce « on fait comment ?» et en discipline positive, on ne peut pas le faire parce que là, on a peu de temps et vous le ferez demain en atelier. On va vivre des activités sur la communication, sur le respect mutuel, sur la recherche de solutions, qui vont nous permettre non pas de juste comprendre et de se dire finalement, si on parle de discipline positive pendant des heures, on va en avoir une compréhension intellectuelle, c'est très bien, mais en même temps, ce qu'Adler nous invite à faire, c'est de le vivre. Et donc du coup, les activités, elles vont vous permettre d'attraper et de choisir ce qui est important pour vous. Parce qu'il n'y a pas une seule façon d'être bienveillant, il n'y a pas une seule façon d'être dans l'encouragement, il y en a plein. Et chaque classe va être différente, chaque famille va être différente. Et ce qui est important, c'est qu'au sortir de ces formations ou de ces ateliers, vous puissiez vous saisir de ce qui va vous faire avancer et de ce qui va permettre aux enfants qui sont autour de vous d'avancer.
Donc, on a à la fois une théorie assez solide qui n'est pas nouvelle, hein, ça fait, voilà, il est mort en 1937, Adler, et puis on va avoir un côté pragmatique des Américains et du « on fait comment ». Alors vous allez me dire pourquoi maintenant, puisque ça fait 40 ans que la discipline positive existe. Aujourd'hui, il y a une énorme association américaine et puis c'est en train de se développer dans le monde entier. Pourquoi maintenant? Et d'ailleurs, il y a énormément d'approches en psychologie positive et en éducation positive qui vont dans le même sens. Et je crois que c'est important de faire un tout petit crochet par d'où ça vient et pourquoi maintenant, pour comprendre ce que ça vient chatouiller finalement chez nous et nous obliger à revisiter. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a tout ce qui sort en neurosciences aujourd'hui et qui montre que le bien-être, c'est fondamental et que ça permet un développement cérébral bien plus optimal. Alors, il y a cette raison-là. Et puis, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'entendre vos enfants ou vos élèves vous dire quelque chose et que vous disiez « mais jamais j'aurais osé dire ça à mon père, à ma mère, à ma prof ». Je vois des têtes qui se... Alors, forcément, nous, on va le vivre comme un manque de respect, comme une non-intégration des valeurs. Mais en fait, on est dans une phase de transition. Il y a eu cette révolution, et il y a cette révolution du numérique qui fait qu'aujourd'hui, nos jeunes, ils sont à un clic du savoir que pendant des générations, on a reçu de façon verticale. Donc c'est un sacré, quand même, ébranlement de l'édifice. D'ailleurs, quand on demande aux ados, il y a une étude qui a été faite, on demande aux ados quelle est la première personne à qui vous demandez de l'aide quand vous ne savez pas la réponse. Oui, vous riez, parce que c'est le moteur de recherche. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça va nous obliger, nous les adultes, à venir revisiter nos pratiques et la façon dont on transmet les savoirs. Et puis donc, on a été, nous peut-être, ou beaucoup, en tout cas pendant des siècles, dans une structure, dans un rapport à l'autorité qui était assez vertical. Et depuis les mouvements des droits de l'homme, on a basculé dans quelque chose qui est plus horizontal, mais bien souvent, nos jeunes, ils pensent que tu le fais, pourquoi pas moi? Ah ben toi, tu bois du coca, pourquoi pas moi? Donc en fait, ils pensent que égalité, au sens adlérien du terme, ça veut dire tout le monde pareil. Or en fait, l'égalité, ça va être une égalité de valeur, de dignité humaine. Ce n'est pas une égalité forcément de compétences, de responsabilité. Donc ce qui fait qu'on demande aux élèves et aux enfants de tenir leurs responsabilités et à l'adulte d'en faire autant. Donc ça s'accompagne de toutes ces compétences sociales, émotionnelles et civiques dont les jeunes ont besoin pour naviguer dans cette horizontalité de façon respectueuse. Et même chose pour nous, donc ça va nous amener finalement à revisiter nos pratiques. Alors je l'ai sous forme de visuel, je crois c'est derrière moi. Donc pendant des siècles, on a eu une structure assez verticale. Et puis aujourd'hui, on va être dans davantage voilà, dans des relations horizontales, mais qui vont demander des compétences, d'où l'importance d'amener dans nos classes et dans nos familles ces compétences sociales, émotionnelles et civiques qui vont permettre aux jeunes de naviguer. Alors, j'aimerais bien vous donner un petit éclat de la façon dont on travaillerait ensemble. Je vais vous poser 2 questions et on va créer 2 listes. Alors, pour des raisons de temps, on ne va pas les écrire, mais sinon on les aurait écrites et je basculerai sur 2 listes classiques qui sont un peu un résumé de ce qu'on entend quand on fait ces 2 listes. Alors, quand vous pensez à vos familles, et on peut le faire famille et classe, quand vous pensez à vos familles et à vos classes, quels sont les comportements des jeunes, des élèves, des enfants qui sont challenging pour vous, qui peuvent être un défi? C'est quoi les comportements qui reviennent régulièrement et qui, en tant que parents ou en tant qu'enseignants, viennent vous chercher? La violence. Alors, la violence... la violence dans la fratrie, donc ça peut être physique ou verbale. Ouais. L'insolence. L'insistance, la répétition, 20 fois la même chose, ouais.
Quoi d'autre? Et alors, il se manifeste comment, ce découragement? Je ne peux pas faire, je ne peux pas, je suis nulle, je ne vais pas y arriver. Ouais. Donc, ça peut être une résistance passive ou une résistance directe sur je ne vais pas y arriver, donc je ne vais même pas essayer. De toute façon, je suis nulle. Ouais. D'autres choses dans les... Tout de suite. Ben oui. C'est ouais, la génération des SMS. La désobéissance. Donc il y a la gestion des écrans. Ça, ça revient souvent. D'autres choses? La passivité, le manque de motivation. L'indifférence. Ouais, vous êtes vieux jeu, un peu ringard en fait. Hein. Ouais. Ouais. Imiter les autres, c'est toujours mieux chez les copains, c'est toujours mieux dans la classe d'à côté, c'est-à-dire qu'ils vont comparer. Donc ça, on va le garder dans une liste parce que ça va être nos opportunités d'apprentissage. On va faire une deuxième liste très rapidement comme ça ensemble. Imaginez que vos enfants ou vos élèves, ils aient grandi, ce soient des adultes, ils se sont lancés dans la vie. Quels sont les talents et les compétences que vous avez envie qu'ils aient? La persévérance, le respect, la confiance, la résilience, la patience, l'empathie, l'honnêteté, la persévérance, l'indépendance, l'autonomie, que l'estime de soi, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils soient déterminés, qu'ils aillent jusqu'au bout de ce qu'ils entreprennent. L'humilité, la fierté, l'éthique, qu'ils soient responsables. Vous avez vu comme on est inspiré? On en veut des choses pour eux. Hein. Alors, si on regarde ces deux listes, je vais vous mettre celle des parents, mais finalement on s'aperçoit, on fait toujours aussi cet exercice avec les enseignants, et on s'aperçoit qu'il y a des points communs dans les deux listes. Alors, quand on regarde nos deux listes, on s'aperçoit que sur la liste des compétences et des talents, dans ce que vous avez partagé, ce sont essentiellement des compétences sociales, émotionnelles et civiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas envie que nos enfants aient un bon diplôme, qu'ils avancent dans la vie sur le plan scolaire et académique. Mais Jane Nelson, elle prend l'image du train, c'est-à-dire qu'en fait, deux rails, et on avance sur ces deux rails. Il y a le bagage scolaire qui est important, et puis il va y avoir ce qui va nous permettre de naviguer dans la vie et de l'utiliser de façon constructive. Donc ça va être important. Si je déclinais ces deux listes en outils, ça nous donne la première question qu'on se pose en discipline positive, c'est que face à une difficulté, mon enfant se roule par terre, ou ou j'ai des bavardages intempestifs dans la classe, ou j'ai des élèves qui systématiquement oublient leurs affaires, je vais penser opportunité d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va se demander quelle est la compétence qu'ils ont envie de développer. Enfin, qu'ils ont envie, qu'ils ont besoin peut-être de développer, pas toujours envie, mais parfois. Donc c'est ce qui va nous faire passer d'une liste à l'autre. Donc systématiquement, on va travailler comme ça. Ce n'est pas tant un outil qui marche et qui ne marche pas, ça va être un regard qui prend l'incident pour en faire une opportunité d'apprentissage. Donc finalement, ça va être un petit peu comme un GPS éducatif. Alors quand on regarde nos attentes, elles sont magnifiques. Regardez, c'est-à-dire que là, il n'y en a que quelques-unes, mais dans ce qui a été dit parmi nous, ce sont des belles choses, et de pouvoir les transmettre et connecter avec nos élèves et nos enfants sur ces compétences, en soi, c'est un outil de l'encouragement. C'est-à-dire qu'on a pris tout à l'heure l'exemple du 5 sur 20. L'élève qui a 5 sur 20, la probabilité, c'est que c'est un élève découragé. Imaginons qu'il ait 5 sur 20 à ses dictées. S'il fait un petit travail autour de la grammaire tous les soirs pendant un certain temps, et que 4 semaines après, il est 7 sur 20,
si on regarde le résultat, ça reste un résultat en dessous de la moyenne. Si on regarde sa progression, peut-être qu'il fait partie des élèves qui ont le plus progressé dans la classe. Donc l'encouragement, un autre outil, ça va être de se centrer non pas sur le résultat, mais sur la progression. Et puis ça va être de partager nos attentes et de les aligner. Je vous donne un exemple qui vient d'un des livres de Jen Nelson et que j'ai partagé la semaine dernière. C'est une ado de 14 ans. Sa chambre est en boxon. Il y en a partout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas sur le sol, il y a des baskets, des cours, de la musique, les vêtements d'il y a 6 jours. Donc il n'y a vraiment pas d'espace. La mère passe et elle lui dit « Attends, s'il te plaît, là tu ranges ta chambre, tu as vu l'état de ta chambre quand même ?» Et donc la fille dit « Ouais, ok ». La mère repasse et là il y a un petit espace libéré où on voit le sol et le reste, les tas se sont un peu déplacés. Je ne sais pas si ça vous fait ça chez vous de temps en temps. Il y a des trucs sous le lit. Et elle lui dit « Tu te moques de moi, là, t'appelles ça une chambre rangée ?» Et la fille lui dit « Bah oui, j'appelle ça une chambre rangée, j'ai passé 3 quarts d'heure à classer mes cours de maths. » Donc la frustration est de part et d'autre. Pourquoi ? Parce que la mère, probablement son attente, c'est que tout soit nickel, qu'il n'y ait rien qui traîne, qu'il n'y ait rien sur le sol. Et la fille, son attente, c'est peut-être d'avoir rangé ses cours de maths et c'est déjà pas mal. Donc de commencer par ajuster nos attentes et les partager avec nos enfants, connecter sur ce qui est vraiment important pour nous, tout ça, ce sont des outils de l'encouragement. Et si je vous mets en parallèle 2 listes, celle des enseignants sur la gauche et celle des parents sur la droite, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'envie de transmission commune. Et ça, c'est super encourageant. Ça veut dire réunion parents-prof en début d'année. C'est quoi ce que j'attends de vous en tant que parent? C'est quoi ce que vous attendez de moi en tant qu'enseignant? Et comment est-ce qu'on ajuste finalement nos attentes? Comment est-ce qu'on co-construit le cadre dans lequel on va travailler ensemble? Donc on fait ça entre adultes et on fait ça avec les enfants, on le fait à la maison et on le fait à l'école parce qu'on les engage dans la co-construction. Donc on va les impliquer et on va leur demander de devenir acteurs finalement de leurs apprentissages à la fois scolaires mais aussi leurs apprentissages sociaux. Alors, je vais aller très vite sur la suite, je vais vous faire un petit exercice. Je vais vous demander de dégager un avant-bras. Allez-y. De vous installer confortablement sur vos chaises. Prendre une petite respiration. Dégager un avant-bras. Et vous allez joindre le pouce et l'index. Vous allez faire ce que je vous demande de faire. Je vais être très verticale. En plus, je suis sur l'estrade, alors ça aide. Donc, vous prenez ça fait un petit cercle comme ça, et en même temps que moi, vous allez poser ce petit cercle sur votre menton. Allez-y. Et c'est là que c'est dommage qu'on ne soit pas tous sur scène. Parce que, donc je vais vous dire ce que je vois en fait. Il y en a un paquet qui sont venus comme moi, comme un seul homme, le mettre sur la joue. Il y en a qui se sont dit, oula, elle n'est pas très nette. Hein. Est-ce qu'elle sait où est son menton? J'en ai quelques-uns qui sont allés là, mais il y a eu un peu un arrêt sur image. Alors c'est normal, parce que je vous entraîne dans une rupture de logique. Je ne fais pas ce que j'ai dit que j'allais faire. Donc c'est vrai qu'en ça, c'est un outil. C'est-à-dire que si je pousse des cris sur mes élèves et que j'attends qu'ils soient tranquilles, si à la maison je perds mon calme alors que j'ai très envie que mon enfant apprenne l'autorégulation, forcément je les emmène là. Donc dans le cerveau, c'est un tout petit peu compliqué pour eux de trouver la voie. Mais ce qui est intéressant, c'est que la raison pour laquelle on est capable, vous m'avez suivi dans ce que j'ai fait, c'est qu'on est équipé de neurones miroirs. Les neurones miroirs, en très résumé, ils nous permettent de reproduire ce que l'on voit. Ils nous permettent de comprendre l'intention de quelqu'un sans forcément faire l'action. On a juste les mêmes zones du cerveau qui vont se mettre en route. Donc pour nous, en discipline positive, ça va introduire l'apprentissage par l'observation. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on peut être modèle des compétences que l'on a envie d'enseigner, ça va passer directement
par les neurones miroirs. Donc c'est un canal naturel fantastique dont on est tous équipés. Alors, quand vous regardez les listes qui sont derrière moi, vous regrettez peut-être déjà qu'on soit venu jusqu'à Maurice en se disant « Oula, si elle veut qu'on soit des modèles parfaits de toutes ces compétences qui sont écrites derrière, à partir de ce soir, tout de suite, maintenant », c'est un peu culpabilisant. L'objectif, ce n'est pas le 17 sur 20 en éducation. L'objectif, c'est que quand il y a un incident, quand il y a une difficulté, on va pouvoir se saisir de l'apprentissage par l'observation pour enseigner. Je vous partage un exemple qu'on a vécu en formation, mais il y en a des quantités comme ça. On intervient donc en temps d'échange en classe. Et puis, c'était une intervention dans une classe assez agitée, donc pas très respectueuse, assez agitée. Et ce qui était étonnant, c'est que quand on arrivait, les élèves nous disaient « Bonjour Madame Martin, bonjour Madame Sabaté », en nous regardant dans les yeux. Et puis après, c'était le bazar total. Et donc on se disait « C'est bizarre quand même, cette marque de respect », et puis après, ça part un peu dans tous les sens. Et un jour, en arrivant plus tôt, on a vu l'enseignante à la porte de la classe dire « Bonjour Thomas, bonjour Mélanie, bonjour Sonia », en les regardant dans les yeux. Donc sans en faire une matière, elle a, par sa façon d'être, par ce qui était important pour elle, elle va transmettre une compétence. Alors, il y a un jour en conférence, un parent qui nous fait signe et qui dit « Ouais, c'est bien gentil votre histoire de neurones miroirs, là, ce truc-là, mais alors moi, à la maison, j'arrête pas de ranger, et alors mes enfants, ça suit, mais alors pas du tout. » Donc, et puis elle réfléchit, puis elle dit « Ah mais non, j'y suis, je range pour eux. » Alors ils apprennent assez vite, en fait, qu'on range pour eux. Donc ça aussi, c'est un outil qu'on va travailler, c'est au lieu de faire pour, de pouvoir faire avec. C'est-à-dire qu'on s'est complètement intégré dans les petites classes, c'est-à-dire qu'on va faire face à un élève, et puis ensuite, il va faire avec nous, on va lui demander de l'aide. Ensuite, il va faire et on sera dispo pour l'aider, et ensuite, on va le laisser faire tout seul. Donc, la temporalité tout à l'heure dont Charles parlait, elle est extrêmement importante. Donner du temps aux apprentissages. On le fait en maths, on le fait en français, en langue, etc. Mais quand il s'agit des compétences sociales, émotionnelles et civiques, on voudrait être écouté tout de suite, on voudrait que les bavardages cessent tout de suite, et on oublie que c'est un apprentissage. Donc de laisser le temps aux apprentissages, ça va être vraiment important. Je ne sais pas combien de temps il me reste, genre 5 minutes. Alors... je vais quand même partager un dernier outil avec vous. Il y a des questions-réponses après ? Donc je vais mordre un petit peu sur les questions-réponses, ça ne vous gêne pas ? Les questions, on pourra aussi les partager en atelier, juste pour partager un outil qui vient avant tous les autres. C'est-à-dire que quand on est hors de soi, être bienveillant, être attentif à l'autre, être dans le lien, c'est extrêmement compliqué. Il y a une très belle démonstration qui est faite par quelqu'un qui s'appelle Daniel Siegel, qui est américain, qui est psychiatre, et il est à UCLA en Californie, et il utilise la main, le poing, comme modèle du cerveau. Vous pouvez aller sur YouTube, vous avez trouvé sa démonstration. Il y a un de ses livres qui a aussi été traduit en français, qui s'appelle « Le cerveau de mon enfant », qui est très bien, qui est plein de petits outils concrets. Je vais vous en faire une démonstration très rapide parce que comme ça, vous l'aurez quand même avec vous. Donc, imaginons que ça, c'est mon cortex qui se place comme ça. Si j'ouvre la main, je vais avoir ici ce qu'on appelle le tronc cérébral, c'est-à-dire que va s'y trouver toutes les réponses réflexes de survie, c'est-à-dire que des choses qu'on ne contrôle pas forcément, les battements du cœur, la respiration, sauf si on fait de la cohérence cardiaque, mais donc des choses qui se font en dehors de notre conscience. Si je plie le pouce dans la paume de ma main étant un petit peu la zone des émotions, le cerveau moyen, là où se trouve la mémoire, là où se trouvent justement mes émotions, je vais avoir le pouce, ça pourrait être le cerveau reptilien. Vous savez, le cerveau reptilien, c'est nos réponses de survie. C'est-à-dire, c'est l'attaque, c'est la fuite, c'est la sidération. Donc ça se trouve là, au cœur du cortex. Et si je replie mes doigts sur cette zone limbique, sur ce cerveau moyen, je vais avoir mon cortex avec à l'avant du cortex ce qu'on appelle les fonctions supérieures du cerveau, et puis les ongles pourraient être mon cortex préfrontal.
Dans le cortex préfrontal, il se passe plein de choses, les études sont passionnantes, mais entre autres, il va y avoir la gestion des émotions, il va y avoir la planification, il va y avoir l'organisation, il va y avoir toute notre rationalité qui se trouve là, notre capacité à chercher des solutions. Quand j'arrive en cours et que je suis déjà fatiguée, en retard, il y a eu du trafic sur la route, il fait chaud, les élèves ne sont pas en rang, c'est quand j'arrive chez moi et que dans l'entrée, il y a les baskets qui sont jetées, le sac à dos à moitié ouvert avec les livres qui sont... Alors que j'ai dit 20 fois à mes enfants, vous êtes gentils, mais pas dans l'entrée, il y a des placards pour ça. Quand je viens, moi, enfant, de me disputer en récréation avec un autre élève et que j'arrive en classe, quand on travaillait à Saint-Denis, là, juste avant de venir, quand il y a une évaluation et que ma poésie, je ne la sais pas très bien, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Les Américains, ils disent que le couvercle saute, hein, comme ça. Nous, on a d'autres expressions. Parfois, on pète les plombs, on monte dans les tours, chacun ses expressions. Toujours est-il que quand on est là, est-ce qu'on peut être en recherche de solutions? Est-ce qu'on peut être dans la bienveillance, dans l'encouragement? Non. Et ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on a nos émotions qui sont là et notre capacité à les gérer qui est là dans notre cortex préfrontal. Donc on va avoir besoin d'un temps de pause pour pouvoir reconnecter nos émotions à notre capacité à gérer. Et parfois, je ne sais pas ici à Maurice, mais en France, ce qu'on entend souvent, c'est « oui, mais si je fais rien tout de suite, ça veut dire que je suis permissif, que je laisse filer, que... » Donc, bien souvent, on ne se donne pas le temps de cette respiration qui nous permet de reconnecter avec notre rationalité. C'est un outil fantastique de pouvoir être un modèle de cet outil. Pensez aux choses qui vous font du bien. Qu'est-ce que vous faites pour vous faire du bien et qu'est-ce que vous faites pour faire redescendre le couvercle? Quand vous le faites, quand on le fait, on est tous modèles de c'est OK de prendre un temps de pause avant de réagir. Après, on peut l'apprendre en famille. On peut leur demander à nos enfants « mais qu'est-ce qui te fait du bien, toi ?» Mon ado, elle va dire « c'est que on ferme la porte et on ne vient pas me déranger, ça c'est mon temps de pause. » Et d'ailleurs, un jour, hyper énervée parce qu'elle m'avait appelé de nom d'oiseau, je charge jusqu'à sa porte, elle ferme sa porte, je rentre et elle me fait « D'accord, chérie, je repasserai. » Donc, c'est un bel outil et c'est un outil, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait à l'école? On s'adresse au cortex préfrontal en priorité. Si on ne prend pas le temps que nos élèves et nos enfants se sentent mieux avant de faire mieux, le risque que l'on prend aussi, c'est de leur parler quand ils sont là. Et quand on fait ça, les savoirs ne sont pas intégrés de la même façon. Donc, c'est un petit outil, mais c'est vraiment un outil qui fait partie finalement de ce qu'il y a de vraiment essentiel dans l'apaisement du climat scolaire, dans la construction de la paix et dans l'apprentissage de ses compétences sociales, émotionnelles et civiques. Je m'arrête là, le reste vous allez le lire derrière moi. À la pause, on a fait un petit récap rapide avec Armelle de ce qu'on aura visité très rapidement ensemble. Valoriser les compétences sociales, émotionnelles et civiques, identifier les compétences à développer chez l'enfant, regarder les difficultés comme des opportunités d'apprentissage, ajuster et aligner ses attentes, apprendre par l'observation, être cohérent entre le dire et le faire, outil de la recherche de solutions, parce qu'on va énormément travailler la recherche de solutions en classe et en famille. Et alors, dernière chose, c'est une troisième voie. C'est parfois plus facile d'avoir les solutions et de les imposer. C'est parfois plus facile de laisser l'enfant tout décider et de lui laisser la solution, mais dans les deux cas, on ne développe pas le sentiment d'être capable. En discipline positive, on va travailler sur cette troisième voie qui est à la fois ferme et bienveillante, qui n'est pas la voie de la facilité. Et on terminera sur ce petit exercice. Si vous croisez les doigts, comme ça, je vais vous demander de prendre conscience du pouce qui se trouve au-dessus. Et une fois que vous avez pris conscience de là où se trouve votre pouce, je vais vous demander d'inverser et de mettre le pouce qui était en dessous au-dessus et de me dire qu'est-ce que vous ressentez. C'est pas très confortable. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a juste envie de remettre son pouce là où il était. Eh bien, quand on s'engage dans une troisième voie,
quand on s'engage en psychologie positive, parfois on a envie de remettre le pouce là où il était. Ça fait partie du changement, ça fait partie des transitions. C'est sympa de pouvoir le faire ensemble, de co-construire ensemble et d'avoir des personnes qui, en formation, vont accompagner ce changement de posture. Merci beaucoup, je suis un peu longue. Voilà. Merci.